Bon, donc on va commencer cette rencontre avec, je pense que ce soit utile de vous les présenter, mais avec Luc Moulet à ma droite et Jean Narbonnier à ma gauche, à l'occasion de la sortie de 2 livres aux éditions Capricci. L'un, ce sont, parce que je suppose que tout le monde n'a pas peut-être encore lu les 2 livres. L'un, ce sont les mémoires de Luc Moulet intitulées Mémoires d'une savonnette indocile, et l'autre, par Jean Narbonnier, La grande illusion de Céline. Je regarde les titres, mais je suis censé les connaître quand même. Bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, en voyant arriver cette rencontre, comment on allait faire pour faire se rencontrer 2 livres qui sont quand même très différents l'un de l'autre. Il me semble au contraire que, peut-être on va commencer par là, que ce sont 2 livres qui entretiennent des ressemblances assez fortes, même si elles sont peut-être un peu marginales. Bon, d'abord Jean Narbonnier et Luc Moulet se connaissent depuis bien longtemps. Vous êtes rencontrés à quelle occasion? 63, je pense. 63, mais moi j'ai connu Moulet avant. Pas tellement par les cahiers, j'avais lu les cahiers, mais quand je suis arrivé à Paris, je l'avais raconté dans un texte de trafic au Luc que j'avais écrit. J'avais trouvé Jean-Louis Comolli, qui était un ami qui vivait à Alger avec moi, qui était à Paris depuis quelques mois, qui avait commencé à écrire au cahier. Donc je suis allé à la Cinémathèque, j'ai fait la connaissance de... J'ai retrouvé Jean-Louis, j'ai fait la connaissance de Rivette, etc., de La Haye. Et un jour, un soir, Rivette me dit « Tiens, Luc Moulet, qui a des sources inouïes, nous signale une projection. » Alors, Luc dit « C'est pas ce film, mais je maintiens mon souvenir, vrai ou faux, de Choc Corridor, de Samuel Fuller, au Shape, c'est-à-dire c'était des bases militaires américaines qui existaient encore en France avant que De Gaulle ne chasse, à Vaucresson ou à Saint-Germain-en-Laye ou à Versailles, et donc avec Jean-Louis Comolli et Rivette, sur l'indication de Luc Moulet, j'ai vu Choc Corridor à la fin de l'année 62, au début de l'année 62. Et puis ensuite nous sommes connus. Mais il a existé pour moi, pas seulement par ses textes, mais par ce renseignement. Mais comment quelqu'un peut-il savoir que donc on était arrivé dans la base, il y avait la barrière, les soldats en uniforme, un baraquement, et puis il y avait projeté sur le corridor, il y avait des soldats américains avec leurs familles. Luc m'a corrigé en me disant que je me trompais, que c'était Man Favorite Sports. Bon, je sais pas. Oui, que tu étais allé voir avec Comolli, et moi j'étais arrivé de mon côté. Bon, c'était facile pour moi parce que je fréquentais la bibliothèque américaine et il y avait des petits feuillets de pub pour les projections du Shape. Et quand ça valait le coup, je suis allé, je me suis être allé à Fontainebleau, de Paris à Fontainebleau, pour voir Choc Corridor, qui allait sortir en France 3 ans après. Mais dans une version qui était... ça devait être du 16 pour l'armée, et il n'y avait pas les quelques plans couleurs. Mais ça faisait une certaine impression. Bon, alors je crois qu'on le voit déjà à travers ce premier échange. On a affaire à 2 grands maniaques, et nous avons affaire à 2 livres de grands maniaques. C'est-à-dire que ce sont 2 livres qui, l'un raconte la vie de Luc Moulet, en tout cas une partie de la vie de Luc à travers la succession de ses films, et d'une manière qui, je le dis pour ceux qui n'ont pas lu le livre, est éminemment mouletienne, c'est-à-dire qu'on va de précision en précision, tout à la fois plus nécessaire et plus superflu les unes que les autres, où on se perd très vite entre le caractère strictement maniaque des précisions et quelque chose qui bascule davantage vers une sorte de délire. Et comme toujours aussi avec Luc Moulet, c'est sans s'en donner l'air, une sorte de manuel de l'apprenti cinéaste, un manuel de survie dans le milieu de l'économie cinématographique. Et du côté de Jean, c'est un autre exercice qui a priori n'a pas grand-chose à voir, puisqu'il s'agit de raconter... Alors, le livre est beaucoup plus bref que celui de Luc, mais d'un certain côté, il est beaucoup plus sinueux, parce qu'il s'agit de raconter, en tout cas de prime abord, comment est-ce que non seulement l'antisémitisme de Louis-Ferdinand Céline, mais plus encore la capacité qu'il se supposait d'être infaillible
quand il s'agissait de reconnaître les Juifs. Il prétendait avoir une sorte de radar que rien ne pouvait mettre en défaut. Comment cette capacité va précisément être mise en défaut par la vision d'un film, La Grande Illusion de Jean Renoir, et par l'analyse que Céline en fait, c'est dans Bagatelle pour un massacre, c'est ça ? Dans Bagatelle pour un massacre, dans lequel il consacre plusieurs pages à Renoir, s'arrêtant sur quelques personnages, et dans son prétendu examen scientifique de ce qu'il y a de juif dans ce film, en vérité, tombe tout à fait à côté. Et l'un et l'autre livre, de façon que moi je trouve extrêmement troublante, ne cesse d'alterner entre la précision extrême et le comique. C'est-à-dire que ce sont deux livres qui sont, alors l'un et l'autre, assez morbides et en même temps extrêmement drôles. Et ce sont deux livres qui, au fond, je crois, ont pour sujet une façon de délire. Alors je ne vais pas vous en dire plus, parce que le livre de Jean Narboni, partant de cette rencontre, car rencontre il y a eu véritablement à la demande de Renoir, entre Renoir et Céline, en fait, ne cesse de fonctionner par grande échappée avant de revenir au film. Et c'est profondément un livre, disons, sur l'occupation. Et quelques acteurs de l'occupation, je crois, à l'exception de Renoir et de Céline, qui sont aujourd'hui assez oubliés, en fait, que moi je ne connais pas. Moi je ne connaissais pas. C'est Montandon et Bernardine. Voilà. Le docteur Montandon figure sans être nommé dans la première scène de Monsieur Klein. Pour ceux qui s'en souviennent, la scène où un médecin glacial examine une femme en mesurant son espace nasolabial, ses oreilles, ses hanches, ses pieds, etc., afin de donner un diagnostic en disant la préfecture vous signalera. C'était quelqu'un qui n'est pas nommé dans le film de Lozé, qui avait un pouvoir extraordinaire à l'époque, parce que quand on voit ce monsieur, par exemple, dans la guerre, a préconisé la circoncision nasale des femmes juives afin qu'elles ne puissent plus sortir dans la rue et parader sur les tréteaux. Et l'une des raisons pour lesquelles il avait pensé à cette initiative, c'est qu'il avait pu mesurer à quel point, lorsque les femmes en particulier se trouvaient devoir être amputées de leur nez, ça produisait une défiguration, disons, donc, qui était pire que toute amputation qu'on pouvait imaginer. Et toi, lui qui connais bien, Jean Narboni, qui connaît bien, je pense, ces textes depuis longtemps, est-ce que c'est un livre dont la lecture a pu te surprendre, venant de lui ? Oui, venant de lui, non, mais c'est minutieux parce qu'il y a une grande accumulation de documentation à des sources diverses. Et il y a toute une suite assez passionnante. C'est l'évolution donc d'une attitude et ses manifestations. Il faut préciser tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas lu La Grande Illusion de Céline, que le caractère assez impressionnant en effet de la documentation et donc des informations et tout simplement des noms propres qu'on trouve dans le livre n'en font pas du tout une lecture fastidieuse, mais au contraire le livre est construit comme une sorte de roman policier qui ne demande de la part, sans appareil de notes, sans bibliographie, qui ne demande de la part du lecteur aucun savoir scientifique. On est évidemment très loin de l'exposé universel. Toi, Jean, je crois que je sais que les mémoires de Luc Moulet, qui d'ailleurs ne devaient paraître au départ qu'à titre posthume, oui, et qui connaissait, et qui avait originairement un titre différent, oui. Je ne veux pas trahir d'indiscrétion, mais je crois que la seule, en tout cas une des seules personnes à qui tu avais souhaité les faire lire, c'était précisément Jean Narboni. Oui, il y a eu 2 lecteurs privilégiés, oui. Et l'autre est mort, il ne peut plus parler. Non, mais j'avais un lecteur masculin et un lecteur féminin. D'accord. Oui, donc j'ai lu une version il y a quelques années, quelque chose qui s'appelait De l'art ou du cochon. Oui, De l'art ou du cochon, mais c'était un titre qui est devenu, qui est passe-partout, une expression qu'on a entendue beaucoup de fois, et c'était devenu un peu obsolète. Et donc j'ai lu cette version. Si je me souviens bien, elle devait paraître après ta mort. Et ça, c'est un point commun avec quelqu'un que tu n'estimes pas beaucoup, qui est Gilles Deleuze, puisque je crois que les entretiens avec Claire Parmé étaient censés aussi paraître après sa mort. Et ça n'a pas été le cas non plus. Ça n'a pas été le cas non plus. Donc voilà un point commun avec quelqu'un
que tu épingles assez souvent dans tes textes à propos de sa position sur le climat. Et en l'occurrence, à propos du fait que, comme beaucoup de philosophes, il s'est suicidé. Et Voilà. c'est une des raisons pour lesquelles Luc a préféré faire cinéaste que philosophe. Trop de suicidés chez les philosophes. Non, j'ai lu ce livre, bon, qui m'a impressionné. Moi, je connais les textes de Luc, et toutes les qualités y sont. Mais là, il y a quelque chose d'une accumulation presque asphyxiante de précision, d'érudition. Bon, sur le cinéma, qui connaît par cœur, y compris en introduisant parfois et volontairement des erreurs pour voir si les gens s'y laissent prendre. C'est assez amusant. Et puis, bon, ce côté obsessionnel dont tu parles, donc, qui me touche bien évidemment, c'est toujours très très drôle. Et alors, ce que le livre a confirmé, c'est quelque chose que je percevais, mais que je n'avais pas éclairci. Il y a une science un peu des effets, enfin, comme ce que Labarthe aimait bien chez Garpeau ou chez Valéry, c'est-à-dire quelque chose de très concerté. Dans les gags, les plaisanteries, les calembours, on pourrait penser que c'est une sorte comme ça de rêveur, un peu ahuri, hors du monde, sur une autre planète. Mais en fin de compte, c'est extrêmement élaboré. Je trouve que il y a une science des effets. Je crois d'ailleurs que tu m'avais dit une fois que quand tu l'as écrit, que quand tu apportais tes textes au cahier, tu te mettais dans un coin et tu voyais les moments où Romer riait, etc., pour vérifier si ça marchait ou non. À peu près comme les gens qui voient une projection d'un film avant sortie, à Haycon ou des choses comme ça, pour évaluer si les spectateurs font bouger les strapontins ou si au contraire Mais c'est d'ailleurs pardon, une des choses que dit Luc à propos de son choix de la comédie, que c'est le seul genre, je crois, dis-tu, qui permet d'avoir une évaluation précise des réactions du public et de savoir avec le film de terreur, en effet, avant même d'entrer dans la salle, on sait si... D'abord si le film est commencé, ou à quel stade il en est. Dans quelle salle, comme ça m'évite de me tromper de salle. Les autres, et pourquoi Luc où on rit pas. Et pourquoi finalement avoir décidé de faire paraître ce livre, déjà sous un autre titre, et surtout dès maintenant? C'était à cause de la confination, on appelle aussi le confinement, je crois, oui. Et bon, j'avais pas grand-chose à foutre, et j'avais un texte qui était prêt aux 3/4, et je me suis dit, comme j'avais rien à faire, c'est le fils de la Covid. Le fils de la Covid. Oui. Ah. Et une des choses qui est intéressante, je trouve, au début du livre, justement, c'est l'hommage, enfin qui est plus qu'un hommage, ce sont les pages que tu consacres à ta relation de rivalité, mais pas simplement, puisque avec Truffaut, le Truffaut critique, parce que là on doit être en 54-55, et la manière dont, si je ne dis pas de bêtises, Truffaut, après s'être méfié un petit peu de toi, parce que c'était lui le jeune prodige et qu'il envoyait arriver un autre, est finalement celui qui t'a permis d'écrire au cahier et qui t'a permis d'écrire tout court. Oui, il n'avait pas compris Truffaut, parce qu'il y avait eu le précédent. Truffaut est arrivé parce qu'il a bouté Dorsday, qui était le critique numéro 1 des cahiers pendant quelques mois, pour prendre sa place. Et il avait peur que quelqu'un fasse la même chose. C'est pour ça qu'il a eu une attitude assez hostile envers Straub et moi. Il n'a pas compris que j'étais simplement un accroupi et que j'étais inoffensif. Je voudrais, juste avant ça, te poser une question, Jean. Le livre de Luc Moulet, on devine évidemment qu'il ne peut venir que de loin, puisqu'il raconte à peu près la totalité de sa vie, même s'il y a des aspects qui restent dans l'ombre. Mais la particularité de ce livre-ci, qui je pense ne peut que frapper le lecteur, c'est qu'on parle d'événements qui se sont produits à la fin des années 30, enfin à la fin des années 30 et des années 40. Je parle de la fin des années 30 pour la sortie de La Grande Illusion. Et en même temps, c'est un livre dont l'actualité ne peut échapper à personne. Alors, c'est une question, disons, élémentaire, mais c'est un projet ancien. C'est un projet ancien que quelque chose dans l'actualité récente a réactivé. Je te pose la question, d'autant plus qu'on sait que pendant longtemps, ton surnom a été la tortue qui sprint.
c'est-à-dire long moment de gestation et court moment d'attaque. Je ne sais pas si c'est René Char qui disait penser en stratège et agir en primitif. Oui, c'est Danet qui un jour avait eu cette formule, que je trouve assez juste. Bon, ben, la genèse du livre est très curieuse. Je suis parti d'abord, très simplement, sur cette querelle que Céline fait à Renoir à propos de la Grande Illusion. Bon, ça m'intéressait, c'était connu, mais le détail ne m'avait pas été donné, ou peut-être dans une revue 1895, il y avait un article assez approfondi. Mais j'ai un peu creusé ça, j'ai lu. Céline parle parfois de cinéma, assez souvent d'ailleurs, mais par bribes. Là, il consacre un chapitre entier. Donc je raconte cette chose, la demande de rencontre de Renoir, la façon dont ça s'est passé, très violente de la part de Céline, et puis la réponse de Renoir par voie de presse. Au départ, c'était ce que je voulais. Et puis, plus j'avançais dans cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, et plus ce qui, aujourd'hui, est banalisé, usé, affadi, fatigant, harassant, bon, ça suffit, on a parlé assez souvent, on n'en peut plus, c'est-à-dire l'antisémitisme, la Shoah, l'étoile jaune, etc. Comment tout à coup, ça m'apparaissait de plus en plus lointain, comme si cette période, ça n'était pas une science-fiction morbide, mais quelque chose qui a eu lieu. Quand tout d'un coup, quelqu'un décide de la circoncision nasale, ou qu'un onomasticien, tout ça, c'était des amis de Céline, se penche sur le nom de Racine, et va chercher si Madame Racine, mère, n'était pas juive, parce que Racine a fait Esther, et que ces gens-là n'étaient pas des fous ou des psychopathes, ils étaient peut-être, mais en tout cas qu'ils disposaient d'un grand pouvoir. Je me suis mis à me mettre très loin et à voir ça comme si c'était une autre planète. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de couverture, je pose quelques questions en disant: est-il possible que quelqu'un ait menacé Renoir de le faire fusiller par les Allemands et de commander le peloton d'exécution 2 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, c'est possible. Est-il possible, etc. Parce que tout à coup, je me disais, est-ce que ça a été possible? La rencontre avec Renoir est celle qui, pour moi, est la plus inoubliable. Donc j'ai fait un entretien avec Michel Delahaye, au moment de la ressortie en 68, si je me souviens bien, de la Marseillaise. Et la rencontre avec Renoir est quelque chose qui, pour moi, est absolument ineffaçable. Et en quoi? Le génie, la précision, la sympathie, l'agilité, une façon d'acquiescer à tout, et puis en même temps, quand il n'est pas d'accord, de vous le montrer tout en ayant l'impression qu'il est de votre avis, enfin une sorte de virtuosité. La rencontre entre Céline et Renoir, donc là, c'est quelque chose que j'ai pris dans le livre de Mérigeau sur Renoir, même s'il y a des thèses qu'on peut discuter. C'est Alain Renoir, donc le fils de Jean Renoir, qui devait avoir donc, je ne sais pas quoi, 15 ans ou 16 ans à l'époque, qui a raconté cette rencontre. Effectivement, donc Céline insultant, hurlant, menaçant Renoir de le faire fusiller, et Renoir essayant de l'accommoder en lui disant sincèrement: j'adore vos livres, je suis un admirateur de la nuit, et de Maurras Crédit, qui avait été très attaqué en revanche, et que Renoir aimait aussi. On avait 2 tempéraments absolument antipodes. Ouais, c'est ça. Et l'envers complice, on peut dire. Pour rester un instant avec Céline, toi qui, on le savait, mais on le mesure encore mieux à la lecture du livre, c'est à peu près tout. Tu dis à plusieurs reprises: j'ai vu tous les films. Quelle explication as-tu du fait que nombreux ont été les cinéastes qui ont, et Jean, tu l'évoques, ont souhaité porter à l'écran le voyage au bout de la nuit, et que personne n'y est allé jusqu'au bout? Effectivement, c'est difficile parce qu'il est son essence est dans son écriture. De même, Stendhal, on peut raconter la trame, mais ça n'a rien à voir avec le bouquin. La chercheuse de Parme,
C'est pas une histoire avec un début et une fin. C'est une suite de phrases et de sensations qui apparaissent. Céline, parce que j'ai eu à aucun moment l'idée d'écrire un livre pour dire que Céline était antisémite m'a traversé l'esprit. L'histoire n'a pas besoin de moi, on peut en discuter des siècles. C'était au contraire l'envers, c'est-à-dire comment il s'est gouré. C'est-à-dire que Pindar, qui est joué par Hitkin, dont je raconte un peu la biographie, qui a été lui-même ensuite tué par Klaus Barbie, comme Jean Moulin, il dit l'intellectuel a rien, enfin voilà, au moins lui, et puis il se croirait le noble a rien, etc. Si j'étais provocateur comme Moulet, ou comme Topor, ou je sais pas qui, j'aurais mis un bandeau du type Céline antisémite, point d'interrogation, peut mieux faire. Et pourquoi pas? Je pense. Ça aurait bien marché. Et quand on lit ton livre, moi, la partie qui m'a le plus appris de choses, c'est vraiment toute la partie qui précède la réalisation de films. Les débuts dans la critique, et Dieu sait que des livres qui parlent des cahiers du cinéma des années 50, il y en a beaucoup. Ce qui m'a beaucoup... Et là, on apprend énormément de choses sur la cuisine, en fait. Les stratégies que tu avais, avoir plusieurs textes prêts, écrire plusieurs fois sur les mêmes films dans plusieurs endroits, choisir les films, être le premier à écrire sur tel cinéaste, choisir exprès tel film qui n'est pas connu, choisir un cinéaste, encore une fois, être le premier à écrire, et tantôt tu trouves la perle rare, tantôt tu te plantes complètement, parce qu'on ne peut pas découvrir à tous les coups un grand cinéaste méconnu. Mais il y a une chose que je trouve, je trouve que c'est très 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 instructif, parce que c'est vraiment un moment des cahiers sur lequel une mythologie s'est formée qui est un peu fatigante, elle aussi. Mais ce qui est frappant, c'est l'impression qu'on a que tu savais très vite, très tôt, ce que tu voulais faire et quels étaient et de quels moyens tu disposais pour le faire. On a l'impression, j'en parle de science des effets, mais là aussi, tu as tout de suite su quel type d'article tu voulais écrire, sur quel cinéaste, quel créneau tu voulais occuper qui n'était pas occupé par les autres critiques. C'est d'un point de vue stratégique et de connaissance de soi, parce que le 4e de couverture se termine par « Connais-toi toi-même », disait Socrate. C'est très impressionnant. Alors, est-ce que c'est un peu de la réinvention a posteriori, ou est-ce que c'est en effet le cas? Non, pour la critique, oui. Pour le cinéma, non. J'ai appris au fur et à mesure quelle pouvait être ma ligne. Pour la critique, c'était assez évident tout de suite. C'est plus facile quand même, la critique. Alors bon, il y a comme ça un travail d'enquête, où trouver les films, où voir les films, aller voir avant les autres. Le truc, c'était aller à Londres ou à Bruxelles, parce que les films arrivaient plus tôt. À Londres, parce qu'il n'y avait pas besoin de doublage, et à Bruxelles non plus, bien souvent, parce que tous les films étaient plus ou moins sous-titrés à cause du bilinguisme belge. Mais dis-moi, tu disais la crainte de Truffaut, la rivalité avec toi, de dépasser sur sa gauche ou sur sa droite, et ça. Mais tu as dit Straub aussi. En quoi là, oui, Straub, c'était parce que on avait pour lui un côté un peu terroriste. Straub, mais il faisait quoi alors à l'époque? Straub aurait voulu écrire comme critique de façon régulière dans les cahiers. Oui, il a écrit dans la première mouture de Télérama quelques articles. On voit bien Straub à Télérama. Avec Costel, qui a une carrière tout à fait opposée. Un jour, je les ai réunis dans une salle comme ça, et ils ont eu peur de voir l'autre, parce que Costel était le producteur des grandes séries historiques télévisuelles, et Straub, c'était Straub. Donc, c'était vraiment le jour et la nuit. Et des amis qui ont fini par se détester. Et effectivement, Straub avait été assez catégorique. Il avait fait un film, un compte-rendu du Festival de Venise 54, qui était centré sur certains films, comme Mizoguchi, Buñuel et Hitchcock. Et il était trop terroriste aux yeux de Truffaut pour passer.
Donc il a été écarté des cahiers. Il y a eu comme ça des gens qui ont été écartés des cahiers et qui ont eu une attitude violente envers les cahiers et leurs films parce qu'ils avaient été rejetés. Mais ce que tu dis, et que moi je ne savais pas, en tout cas pas comme ça, c'est que pendant quelques mois, voire quelques années, le patron des cahiers, c'était Truffaut. Oui, ben, c'est parce qu'il avait fait de l'entrisme. Donc il y avait 3 rédacteurs en chef, mais il est arrivé et puis il avait du temps libre. Alors Lo-Duca était un peu lointain et il n'y avait pas tellement de temps et puis il était dépassé, complètement dépassé. Bazin était quand même malade et Dognol avait plusieurs casquettes et il était un peu paresseux aussi. C'était sa femme qui faisait les cahiers bien souvent. Comment ça s'appelle? Lydie, connue sous le nom de Lydie Mayas par la suite, script de Rivette. Donc ils ont laissé faire. Bon, il y avait Truffaut qui faisait une grande partie du travail pratique, aller vérifier les épreuves, je crois que c'était à Évreux, etc. Ensuite, faire le sommaire, c'était le plus actif. Donc il a carrément pris le pouvoir sans en avoir le titre. Et tu dis aussi, pardon, que pour toi, il reste le plus grand critique, Truffaut. Oui, effectivement, parce que bon, il y avait une communication assez facile, fondée sur des exemples. Rivette planait plus, enfin pas toujours, et Romer encore plus. Donc c'était le point de référence et pour beaucoup de gens aussi. Bon, effectivement, il a un peu déconné parfois, il cherchait les extrêmes, notamment en vantant Ali Baba de Becker, en disant même si c'est pas bon, c'est plus fort que les autres. Il avait une drôle presque de haine à l'égard de John Ford. Pas simplement la prison du désert. Oui, mais il est revenu comme ça. C'était la suite de l'école surréaliste. Il fallait les bons et les mauvais. Les surréalistes avaient des exemples de têtes à abattre. Et il a marché là-dessus. D'ailleurs, ça a changé. Il détestait Gene Kelly au début, avant d'être convaincu par la suite. Et Ford, ça semblait un cinéaste officiel académique. Et puis en même temps, il faisait un film sur 3 Ford, bien souvent. Et quand on tourne 3 films par an, ça arrive. Bon, ben je vous remercie de votre attention. Et puis je pense que la discussion peut continuer puisqu'un verre est prévu. Merci à Luc Boulet et merci à Jean Marconi. Évidemment, les livres sont là.